Stéphane Hessel, quelles sont vos préoccupations actuelles? À l'heure actuelle, je fais partie d'une institution nouvelle qui s'appelle le Collegium International Éthique, Scientifique et Politique, qui a été créé par Michel Rocard et Milan Kučan, le premier président de la Slovénie, et nous travaillons ensemble avec l'idée qu'un réseau très vaste qui peut se constituer et qui peut être formé d'hommes et de femmes d'État, politiques donc, mais aussi de philosophes, de scientifiques, d'économistes, Edgar Morin, Jürgen Habermas, Amartya Sen, ces hommes travaillant ensemble, réfléchissant ensemble, pourraient essayer de trouver des réponses et pourraient essayer d'influencer les décideurs sur les grands défis extraordinairement importants. Ces nouveaux défis, vous les connaissez comme moi, il s'agit d'une part de la dégradation de la planète, c'est grave, comment est-ce que nous allons vivre sur cette terre sans l'abîmer encore plus que nous ne le faisons déjà. Ce que l'on sait déjà, c'est que si on continue sans faire très attention, on va dans le mur assez vite, donc il y a vraiment urgence de s'en préoccuper. Le deuxième problème très, très nouveau aussi, ce sont les formes de violence qui se développent dans un monde assez différent du monde du XXe siècle, c'est-à-dire les violences graves et irrationnelles, si je puis dire, le terrorisme sous ses formes les plus brutales, qui utilisent des désespérés prêts à donner leur vie pour des causes qu'ils ne maîtrisent même pas. Le risque de ce développement d'une violence gravissime est en train de naître. Le troisième défi qui, moi, me préoccupe le plus, je vous l'avoue, c'est l'injustice croissante entre ceux qui possèdent les moyens de la finance et de l'économie, et qui les regroupent de plus en plus entre un nombre relativement restreint de mains, et la grande masse des déshérités, qui, devenant de plus en plus marginaux par rapport au développement de l'économie mondiale, risquent aussi de se crisper dans des situations dues quelquefois à la religion, mais la religion n'est souvent qu'un masque pour le véritable problème de la marginalité économique, de la pauvreté, de la déréliction. Alors, avoir en face d'eux ces masses de plus en plus nombreuses, malheureusement, et les quelques élites qui disposent des moyens essentiels, c'est un défi très grave aussi. Alors, comme je vous le disais, notre collégium éthique international essaye, et c'est ça à quoi je m'emploie avec eux, de trouver des méthodes efficaces, c'est pas facile, pour inciter les décideurs, les responsables, non seulement à prendre conscience, déjà ils le font, mais à trouver les moyens de prévenir le développement dramatique de ces défis. Les 3 points, environnement, violence, pauvreté, c'est quelque chose qui s'articule autour de la responsabilité de tous, de la responsabilité des États. Quelle réflexion? Je pense que nous avons réussi, tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à mettre sur pied une organisation qui pour moi reste exemplaire. La Charte des Nations Unies est l'organisation qui en est née et qui a décrit les valeurs fondamentales qui devraient être garanties par le droit international. Et si on prend les termes de la charte au pied de la lettre, comme on devrait le faire, les États membres et les décideurs qui entourent ces États membres devraient tout mettre en œuvre pour que ces valeurs-là soient respectées. Tout cela est inscrit dans des textes, parmi lesquels je cite volontiers, par exemple, la Convention de Genève sur la façon de se comporter quand on est un occupant quelque part. Ce sont des textes qui existent, de même qu'existe le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Si ces textes étaient appliqués, si le droit international n'était pas seulement un objectif plus ou moins vague
qu'on se propose d'atteindre, mais était déjà une réalité appliquée par les responsables là où ils se trouvent, alors les problèmes que nous venons d'évoquer pourraient être assez facilement résolus, car malheureusement nous en sommes loin. Mais alors vous qui étiez présent à la création des Nations Unies, donc 60 ans après, plus de 60 ans après, quel regard portez-vous sur justement ce non-aboutissement de tout ça ? Alors, il ne faut pas exagérer le non-aboutissement. Ce qui est acquis est énorme. Ce qui ne l'est pas encore est énorme aussi. Ce qui est acquis, c'est que nous vivons avec 192 États souverains, membres d'une même organisation, qui se rencontrent en ce moment même à New York, qui se rencontrent une fois par an et qui se rencontrent constamment dans de nombreuses organisations, qui ont déjà réussi à régler un certain nombre de problèmes, les télécommunications, l'aviation civile, les problèmes de santé. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé grâce à cette organisation. Et elle a un organe central, difficile à gérer, qui est le Conseil de sécurité. On lui reproche de n'être pas démocratique puisqu'il donne un droit particulier à 5 États, les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est déjà loin en arrière. Est-ce que c'est légitime ou non? Est-ce que ce Conseil fonctionnerait mieux s'il était composé de façon plus moderne, de façon plus conforme aux véritables forces en présence dans le monde du XXIe siècle? Oui, sans doute, mais quelle difficulté pour y arriver, que par conséquent, nous ne disposions pas des instruments essentiels, c'est vrai, mais ne sous-estimons pas, d'une part, l'existence et la force des valeurs contenues dans la Charte des Nations Unies. Il faut quand même se référer à cela. Et les grandes organisations humanitaires, par exemple, pour ne citer que la CICR, mais bien d'autres, vivent de la mise en application des valeurs qui sont contenues dans la mémoire juridique de nos sociétés humaines. On peut craindre que ces valeurs ne soient partagées que par un nombre réduit des États, par les grandes démocraties occidentales, mettons. Eh bien, je ne le crois pas. Je crois que ces valeurs sont partagées par toutes les sociétés, mais elles ne sont pas exposées de la même manière, et là, il reste un énorme travail à faire. Quel regard portez-vous sur la guerre? À 2 moments, après la Première et après la Deuxième Guerre mondiale, on a cru possible de rendre désormais la guerre impossible, de l'exclure du fonctionnement des sociétés. C'est ce qu'avait fait le pacte de la Société des Nations, c'est ce qu'a fait la Charte des Nations Unies, et on voit qu'il y a des formes de guerre qui sont rendues actuellement presque impossibles. Ce sont les guerres traditionnelles où un grand État et son grand voisin se confrontaient par les armes. Aujourd'hui, ils se confrontent par d'autres moyens qui sont heureusement moins violents, qui sont les moyens de rivalité économique, mais entre-temps, le besoin de violence qui existe dans notre humanité a pris d'autres formes. Nous avons déjà dit à quel point les nouvelles formes de violence étaient difficiles à gérer parce que précisément elles ne relèvent pas d'un État qui pourrait être mis juridiquement devant ses responsabilités. Elles relèvent de forces plus ou moins irrégulières, mais profitant du besoin de violence inscrit dans les fractions les plus déshéritées de l'humanité. On pourrait en parler longuement. La guerre est une horreur. La guerre, quelles que soient ses motivations, n'apporte jamais de résultats positifs. Nous n'avons d'ailleurs plus de guerre victorieuse. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus eu une guerre qui ait abouti à des résultats positifs pour les vainqueurs, que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Algérie, que ce soit n'importe quoi. La guerre n'est plus opérationnelle et efficace, mais malheureusement elle n'en subsiste pas moins, et nous avons toujours besoin de gens qui se dévouent
pour essayer de mettre un terme à la guerre, et quand elle éclate, de ne pas oublier les grandes valeurs mises en route par Henri Dunant, c'est-à-dire la nécessité d'être auprès de ceux qui se battent et d'essayer de limiter au moins leur souffrance. Merci beaucoup Stéphane Hessel.